j'espère, qui va vous enrichir, intellectuellement et qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans la situation des marchés actuels. Alors, habituellement, on peut avoir des convictions, on n'a jamais de certitude et là, de certitude, il y en a absolument aucune. Mais, quelques pistes de réflexion, quelques idées d'investissement qu'on va partager avec vous. Je suis content de voir que vous avez été très nombreux à vous inscrire. Je vous rappelle qu'on est limité à 100 participants. Et là, on a largement dépassé le nombre de 100 inscrits. Donc, n'hésitez pas, quand vous venez sur nos webinaires, à vous connecter quelques minutes avant pour être sûr de pouvoir y participer. Est-ce que vous m'entendez bien? Il m'est arrivé par le passé de parler 5 minutes dans le vide avant que quelqu'un ait la gentillesse de me dire qu'on ne m'entendait pas. Merci. Bonjour François, bonjour Gilbert, bonjour Gilles. Je remonte un petit peu. Bonjour Stéphane, bonjour Olivier. Je suis content de vous voir tous. Frédéric. Euh, je vais partager mon écran. Alors, j'espère que ça ne va pas créer d'inertie dans le flux vidéo, parce que habituellement, je partage un PDF. Et là, comme les marchés bougent très rapidement, j'ai préféré avoir des données qui sont rafraîchies à l'instant où on se parle. Bonjour Christophe. Alors, je vais mettre cette fenêtre sur le côté. Donc, si vous avez l'impression que je ne regarde pas ou que je regarde en biais, ne vous inquiétez pas. Salut Frédéric. Alors, je partage. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Normalement, vous voyez la souris se déplacer. Ok, merci Jean-Louis. Génial. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des impacts. Mais avant cela, je voudrais rappeler ce qu'on sait déjà. D'abord, les objectifs de guerre, on les connaît. C'est de faire tomber le régime. Et ce qui rend structurellement le conflit plus long qu'il n'a été l'année dernière. Ensuite, quand je dis on, c'est le consensus, très clairement. Alors, il n'y a pas besoin de mettre ça pour l'instant. On imagine guerre, même s'il y a un peu d'écran de fumée autour de ça, des troupes au sol américaines de type Irak. Et donc, le schéma de pensée, ça reste une intervention qui sera limitée dans le temps entre 4 semaines à 8 semaines. Et je m'inscris dans cette idée-là. Il ne faut pas oublier, peut-être c'est un des principaux risques, le risque, il n'est pas tellement militaire, il est à mon avis de l'opinion publique américaine qui pourrait forcer la main de Trump pour aller plus vite ou faire les choses moins bien, c'est-à-dire moins bien, ça veut dire se satisfaire d'un objectif qui ne soit pas celui aujourd'hui affiché, et peut-être de chercher à négocier avec le régime actuel, ce qui serait quand même un échec patent. L'objectif de l'Iran n'est pas de gagner, il est, je pense, de durer, il est d'augmenter le coût de la victoire américaine, israélo-américaine. L'impact sur l'économie, aujourd'hui, il est extrêmement limité. Évidemment, si le pétrole allait au-delà de $100, il serait plus important, mais il faut garder à l'esprit quelque chose de très important et ne pas prendre les réflexes des années 70. On n'est pas dans une économie qui utilise énormément de pétrole. On est dans une économie de services dans la plupart des pays occidentaux. Et donc, il est nécessaire, pour faire tanguer l'économie, une hausse bien plus importante du pétrole qu'à l'époque des années 70.
Donc la crainte, alors il y aura bien sûr des craintes inflationnistes, surtout si le conflit perdure, mais je crois que ça ouvrira sans doute des opportunités pour se positionner. Donc allez, je reprends, le partage d'écran. Voilà, pour vous montrer. Alors, c'est pas toujours explicite, donc je vous fais la traduction. TOPIX, c'est l'indice japonais. RSP, c'est, un ETF équipondéré, S&P 500 équipondéré. Vous avez le S&P 500 en bleu. XMME, c'est les pays émergents, un ETF pays émergents, et MSE, c'est, l'ETF Eurostoxx 50. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est quand même se rappeler ce qu'étaient les marchés avant cette intervention. Avant cette intervention, alors c'est rebasé en général à year to date, donc c'est depuis le début de l'année. Euh, et vous avez donc en rouge le moment de l'intervention. Vous aviez un désintérêt pour les marchés américains. Alors, des intérêts quand même relativement récents, pour remettre en perspective, mais la sous-performance des marchés américains, en particulier les indices CAPI pondérés, le S&P 500, donc qui est en bleu, ici, et qui d'ailleurs vient de passer en territoire négatif depuis le début de l'année. Attention, les performances qui sont ici sont en devise locale. Et puis, vous aviez donc un intérêt assez marqué pour les pays émergents. Alors là, du coup, les questions sont vraiment en bas à droite. Je regarderai à la fin, mais n'hésitez pas à les accumuler au fur et à mesure. Un intérêt extrêmement marqué pour les pays émergents, pour le marché japonais, et on voit que, et dans une moindre mesure, mais tout de même, pour le marché européen. On voit quand même que ce sont les indices qui ont le plus souffert de l'intervention, parce qu'il y a évidemment pour les Européens une relative dépendance au pétrole venant du Moyen-Orient. Il y a une relative proximité géographique. Et pour ce qui est des pays émergents, il y a une plus grande dépendance encore du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. On le verra tout à l'heure. On peut quand même signaler que l'indice S&P 500 équipondéré, c'est beaucoup mieux tenu que l'indice CAPI pondéré. Évidemment, il y a eu ça c'est important de rappeler le contexte, une rotation sectorielle qui pour l'instant a été assez rapide et qui est assez récente, qui date tout simplement, c'est très précis, c'est fin octobre l'année dernière, où des capitaux sont sortis des grandes valeurs technologiques américaines pour aller sur des titres qui étaient supposés et qui sans doute profiteront de l'intelligence artificielle. Et donc d'une manière générale, l'engouement pour le top 7 du S&P 500 s'est propagé à l'ensemble des marchés, dont toujours le marché américain. Si on va voir du côté des matières premières, alors attendez, je rebase correctement en year to date. Hop. Alors on s'aperçoit d'une chose assez naturelle, c'est la hausse du pétrole. Je vous ai mis le Brent ici. Alors il faut bien voir que l'échelle, elle est peut-être un peu écrasée parce qu'elle affiche l'envolée de l'argent qui est en gris, plus combien 60% sur les premiers jours, le premier mois, en janvier. Mais que la progression du pétrole est quand même assez claire, et elle s'accélère à partir du 27 février, mais qu'il y avait déjà une progression des cours du pétrole avant cela. Et c'est peut-être aussi un élément à garder en tête, c'est que l'intervention n'est quand même pas une immense surprise. C'est pas deux avions qui rentrent dans les tours du World Trade Center.
euh, il y avait un début d'intégration d'une probable intervention américaine. Ce que je trouve très intéressant dans ce graphique, c'est de voir que l'or baisse. L'or ne joue plus, mais alors, ça fait quelques mois qu'on le dit, ne joue plus son rôle de valeur refuge. Et je le disais sur Bismart il y a quelques jours avant l'intervention, c'est qu'en fait, une valeur refuge, ça n'existe pas. Une valeur refuge, elle protège contre un risque potentiel. Il y a des valeurs refuges contre l'inflation, contre la déflation, contre la récession. Et encore, même quand on anticipe correctement le cycle économique, bah, ça ne marche pas toujours. Et pour ceux qui ont la croyance que l'or protège contre le risque géopolitique, bah, je suis désolé, l'or, c'est aujourd'hui devenu un outil de spéculation, presque à l'image du Bitcoin. Alors, les moteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même c'est un outil de spéculation. Et je trouve qu'un actif qui est supposé monter dans une situation et qui ne monte pas et qui baisse dans cette situation, il y a quand même des gens qui l'ont acheté, cette once d'or, pour se protéger contre la situation géopolitique. Si les tensions géopolitiques retombent, et elles retomberont, je vous dis, entre 4 semaines, 8 semaines, mais tout ça, c'est à notre échelle d'investisseurs, c'est demain, je pense que l'or baissera de manière assez significative. Et peut-être un des messages que je voudrais passer, qui est un peu, qui est évidemment, enfin, qui est contre-intuitif, c'est d'en profiter pour alléger l'or. Tant que les canons tonnent. Je continue mon petit panorama des marchés. Là, vous avez les devises. Et les devises, on voit, alors bah là c'est marqué, donc c'est tout par rapport à l'euro. Et on voit que, en fait, l'euro baisse contre toutes les devises majeures. Alors, qui baisse contre le dollar canadien? C'est normal, on sait qu'il y a une corrélation du dollar canadien avec le pétrole. Le Canada était quand même un grand producteur de pétrole. Mais qu'elle baisse, par exemple, alors c'est pas énorme, mais quand même, par rapport à la livre sterling, par rapport au yen, c'est quand même assez notable. Et alors, c'est une source de satisfaction parce que dans nos portefeuilles, depuis quand même assez longtemps, nous avons très très peu d'actifs en euros. Nous sommes très exposés aux devises étrangères et ça, c'était la théorie se révèle exacte, c'est-à-dire que le dollar en particulier, le yen dans une moindre mesure, ont joué leur rôle de valeur refuge et c'est peut-être le seul refuge qui a fonctionné. Leur billet vert. Et ce qui fait que lorsqu'on regarde le comportement, là on est sur les mêmes graphiques que tout à l'heure, mais cette fois-ci en euros. On s'aperçoit que le S&P 500, il est positif quand on l'achète non couvert du risque de change. Et ça aussi, c'est peut-être, pour ceux qui n'aiment pas les idées contre-intuitives, c'est une vraie bataille d'aller intellectuellement contre le consensus. C'est une bataille intérieure qui, je crois, il faut livrer, pas pour en conclure systématiquement qu'il faut aller contre le consensus, mais qu'il y a quand même l'idée que, en auscultant les marchés, c'est-à-dire en écoutant ce que dit le consensus, si le consensus est très marqué, alors les réactions du marché sont dissymétriques par rapport aux nouvelles. Ça, c'est un point qui m'est vraiment très, très, très cher et que quelque part, il est au moins aussi important, pour ne pas dire il est plus important, pour parler clairement, de connaître le positionnement du consensus plutôt, parce que ça,
on approche d'une forme de certitude, hein. On voit le positionnement quand tout le monde parle de la fin du dollar, de la dédollarisation, et que tout le monde vend le dollar. On sait que au cours du dernier trimestre, très 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 peu d'investisseurs étaient exposés au dollar et beaucoup avaient shorté le dollar. Et donc, s'il se passe une bonne nouvelle qui est susceptible de faire monter le dollar, la hausse est très significative. Et c'est ce qui s'est passé donc sur le dollar, et qu'on essaye, nous, toujours de voir comment se positionne le consensus. Si on regarde donc plus précisément le pétrole, hop. Voilà, donc je vous ai mis le Brent. Je vous ai rappelé, c'est sur CNews tous les jours, hein, la part d'hydrocarbures qui passe par le détroit d'Ormuz, on est à 27%. Pour ceux que ça intéresse, quels sont les pays qui exportent via le détroit d'Ormuz? Il faut noter la présence de l'Iran, et que l'Iran, pour l'Iran, fermer le détroit d'Ormuz, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Alors, si ça permet de tirer une balle dans les autres pays, ils le feront. Ils préfèrent souffrir que de mourir. Et de voir où vont ces hydrocarbures. Et donc, on voit évidemment, et c'est pour ça que la Chine n'est pas indifférente à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est que le pétrole en direction de la Chine passe par le détroit d'Ormuz. L'Inde également est très partie prenante. Et ça fait partie des risques. Alors, si on cherche des choses improbables, même hautement improbables, mais dans la guerre, il y a des choses improbables qui peuvent se passer. C'est l'intervention de la Chine, voire de la Russie. D'intervention plus présente au-delà des grandes annonces. Personnellement, je n'y crois pas, mais je crois que quand on est investisseur, il faut avoir en tête des choses hautement improbables en tête pour savoir y répondre. Il y a un autre... alors, je vais dézoomer un petit peu. Pardon, ça c'est pas... Hop, on va mettre ça là. Voilà, pour dire que... Pour montrer, hein, la hausse, elle n'a pas commencé le 27. Ça, c'est juste... C'est une forte accélération, mais elle n'a pas commencé à ce moment-là. Il y a une façon... Alors, on n'a pas de drone qui survole le détroit d'Ormuz pour savoir quelle est la situation. J'ai pas la chance de connaître du monde qui travaille au Mossad. J'aurais bien aimé. Mais il y a un indicateur en temps réel, parce qu'il y a des investisseurs, des grands hedge funds qui gèrent des dizaines ou des centaines de milliards de dollars. Eux ont les moyens d'avoir des relations très, 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 très bien placées. Et donc, ils se positionnent en conséquence. Et il y a une façon de voir les tensions dans le détroit d'Ormuz de façon extrêmement live, très en direct. C'est de regarder le spread entre le Brent et le WTI. Et alors, ça, c'est intéressant parce qu'il vient de s'effondrer. On voit... Et là, d'ailleurs, sur ce... Alors, attendez. Je vais zoomer, puis je vais dézoomer après. Donc en jaune, vous avez ce spread. Donc ce qu'on voit quand même, et ça c'est quand même un bon indicateur, c'est que ça se tend avant le 27. Ça veut dire il y a quand même des investisseurs qui devaient être au courant de ce qui se passait. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que vous avez peut-être vu passer l'information selon laquelle je crois que c'est 2 Israéliens qui ont été sur un site qui s'appelle Polymarket et qui ont parié sur l'intervention le 28 de l'armée israélienne, et qui aujourd'hui sont, je crois, devant les tribunaux. Si quelqu'un a des infos là-dessus pour préciser les choses. Mais en tout cas, voilà. Donc, Polymarket, il y avait des paris sur la date d'intervention. Et donc, ça a effectivement... ça a tendu ce ratio, mais qui vient de s'effondrer, ce qui laisse croire que, et d'ailleurs c'est dans la presse ce matin,
l'Iran a dit qu'il n'avait pas l'intention de fermer le détroit d'Ormuz. Bon, alors évidemment, on se méfie toujours de ce qui est dit. Il y a toujours beaucoup de manipulation et d'enfumage. On préfère voir ce qui se passe plutôt que d'écouter chacun. C'est News au secours la référence. Ok, merci Étienne de ce commentaire. Sur les taux d'intérêt, et là aussi peut-être, c'est une forme de surprise assez contre-intuitive. C'est que précédemment à l'intervention, les taux, on parle des taux à long terme, hein, on est sur le 10 ans, JP, c'est le taux, évidemment, les taux japonais, les taux allemands, les taux américains en vert, et j'ai mis la France en bleu marine. Donc, on voit que on a une remontée assez nette des taux d'intérêt à long terme. Je pense que, alors, on aurait pu croire que le marché se dise OK, il y a un risque de flambée du pétrole, mais le pétrole, la hausse du pétrole, peut agir plus comme un impôt pour le consommateur plutôt qu'une source inflationniste. Et ça, c'est un débat qu'on a à chaque hausse du pétrole. Quand je dis on, le marché, nous, c'est est-ce que la hausse du pétrole est déflationniste ou inflationniste? Et par le passé, et de plus en plus, elle a été déflationniste. Et là, bah non. Il y a une crainte de résurgence inflationniste. Et d'ailleurs, la publication, alors j'aurais pu vous l'afficher, je ne l'ai pas mis, des prix payés dans l'ISM. L'ISM, c'est l'indice des services, de la confiance des industriels et dans le service. Et vous voyez, il y a plusieurs composantes, et la composante des prix payés était en forte hausse lors de la dernière publication, il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de jours. Et je crois que le marché en a pas tout à fait tenu compte, et là se met à attendre les taux. Je vous rappelle mon schéma de pensée, c'est de dire le marché sous-estime le potentiel déflationniste de l'intelligence artificielle. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on parlera plus beaucoup de ce qui se passe en Iran, mais on continuera de parler d'intelligence artificielle. Donc, toute tension sur les taux d'intérêt avec l'impact que ça peut avoir sur les marchés d'actions est pour moi une opportunité de se positionner. Est-ce que la tension actuelle est suffisante pour avoir envie de se positionner? À mon sens, non. Les taux ne se sont pas encore tendus. On est juste en train de revenir là, pour les principaux taux d'intérêt à ce qu'ils étaient en début d'année. Donc, c'est pas grand-chose. Allez, on continue de se promener dans les indices. Qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est la courbe verte qui nous intéresse. Je vous ai pas mis de légende ce coup-ci. Là, c'est pas sympa. Vous êtes obligé de m'écouter. Ne baisse pas trop le son, s'il te plaît. Alors, dites-moi si j'ai baissé le son. Peut-être ma voix s'est baissée, je ne sais pas. Vous avez en vert, c'est la courbe qui nous intéresse, le spread high yield. Et c'est un bon reflet. Souvent, les gérants obligataires réagissent de manière moins erratique, plus fondamentale que les gérants d'actions. On voit que c'est quand même calme. Ok, il y a eu une petite remontée récente, mais c'est quand même très calme. On est bien loin. Là, on était au Liberation Day, l'annonce des droits de douane Trump. On voit que ça s'est très tendu. Alors, pardon, je suis en point weekly à la semaine. Voilà, là, on zoome un peu plus. Voilà, ça reste calme. Hein. En fait, à vrai dire, quand on regarde indice après indice, oui, les marchés ont réagi à la situation géopolitique, mais c'est pas encore. Il n'y a rien de très marquant. Là, on a en bleu turquoise le pourcentage de titres du S&P 500 inférieur à leur moyenne mobile de 100 jours. On est encore au-dessus de 50%. Hein. Donc, l'impact est encore très limité. Il y a encore deux, trois petites choses, et peut-être que je peux glisser gentiment vers la conclusion.
Parce qu'en fait, mais je vous expliquerai pourquoi. Il y a un second webinaire dans 20 minutes à midi précisément. Heu, c'est qu'il y a pas de message, manichéen à avoir. Alors, bon, d'abord, on n'en a jamais et puis ensuite, le message, il n'est qu'adapté en fonction de votre type d'investisseur. Qui êtes-vous comme investisseur? Est-ce que vous êtes actif ou pas très actif ou pas du tout actif? Si vous n'êtes pas du tout actif, restez investi, hein, on n'en parlera plus dans quelques temps. Et puis, si ça apporte la paix au Moyen-Orient, bah, très bien. Si vous êtes, semi-actif, disons, on se positionne dans cette catégorie-là, alors il ne me semble pas que les excès, il ne me semble pas qu'il y ait des excès encore à exploiter, sur les marchés. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif, je vais vous dire ce qu'on a fait, mais c'est pas, je pense qu'il ne faut surtout pas surréagir, il ne faut pas se dire: «Allez, c'est la fin du monde, vendons tout», et ça me paraît être trop tôt pour dire: «OK, le consensus est tellement noir qu'il faut absolument acheter». Et pour ceux qui sont très actifs, alors pourquoi pas dire, «Je vends maintenant pour racheter plus bas», ou alors acheter des choses un peu rigolotes comme un ETF, dont les cours suivent le prix, du fret, de pétrole, et qui est tout simplement la meilleure performance annuelle en termes d'ETF, tout ETF confondu. On est à plus 220%. Pour mémoire, 220%, ça veut dire que vous avez plus que triplé votre actif. Qui d'ailleurs, bon, vous voyez, hein, il n'a pas poursuivi vraiment sa hausse, hein. Ça aussi, hein, ça veut dire qu'il y avait certains investisseurs qui ont anticipé ce qui allait se passer. Si on regarde à plus long terme, c'est pas un ETF qui avait brillé par sa progression, hein. En 2025, en 2024, c'est moins 39%. D'accord. Euh, donc ça, c'est pour les investisseurs qui veulent accompagner un mouvement en se disant que la crise actuelle va s'aggraver. C'est le genre d'action de gestion que nous, Luxavi, nous ne faisons pas. Soyons clairs. Mais je m'adresse à tous. Le secteur pétrolier, qui déçoit depuis des années, on en avait acheté dans certaines stratégies, en particulier une stratégie qui s'appelle AVGOTS, GOTS, Gold, Oil, Tech et valeurs solaires. On avait renforcé les valeurs énergétiques en début d'année. Oui, c'est ça, en début d'année. Donc, bon, parfait. On est content. Est-ce qu'il faut continuer d'en acheter? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en avoir? Je pense que oui. Et pour vous dire à quel point le marché, globalement, ne s'emballe pas par rapport à la situation actuelle, c'est que lorsqu'on prend deux bourses qui, normalement, sont ultra exposées à la situation, bah, on voit qu'elles sont en progression depuis le déclenchement des hostilités, que ce soit la bourse d'Arabie Saoudite et que ce soit le MSCI Israël. Alors pour Israël, la hausse est pas très importante, mais l'Arabie Saoudite, oui, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui parient sur une paix rapide et revalorisent le marché d'Arabie Saoudite. Ah oui, ça c'était un graphique sur l'or. Euh, C'était quand même pour maintenir ma prudence sur l'or. Donc, vraiment, à contresens du consensus, j'assume totalement. Le décrochage ici, pendant 3 séances, même pas 2 séances, entre le plus haut et le plus bas, c'est 20%. Hein. On va la recalculer ensemble. Tac. Attendez, ça s'arrête où? Voilà, ça s'arrête là. Voilà, 21,66. OK.
Donc c'est une volatilité qui est peu coutumière de l'or et qu'on reverra. Et lorsqu'on voit, alors qu'il y a toutes les raisons de la Terre de racheter de l'or, que l'or est incapable de refranchir ses plus hauts ici, alors la première direction, à mon avis, c'est de retourner voir les plus bas ici. Donc peut-être autour de 4400, ce qui est pas rien, c'est plus de 10% de baisse. Hein. Alors, moi, vous savez bien, hein, alors, pour mémoire, Luxavi, c'est la marque commerciale, le nom du site, c'est le nom qu'on met en avant. Mais le nom de la société s'appelle Pragmages, parce que le pragmatisme est une valeur qui m'est chère. Le pragmatisme, c'est de se remettre en cause. Si on repartait de façon assez violente pour casser ces 5006, alors je changerais d'opinion. En tout cas, l'opinion serait revue, certainement. D'ailleurs, j'ai déjà prévu un webinaire sur l'or dans quelques mois ou quelques semaines. Dernier graphique. Regardez, sur ce graphique-là, c'était pas forcément hyper lisible. Je vous montrais donc l'indice équipondéré, RSP, l'indice S&P 500 équipondéré, en disant qu'il y avait eu un retour en grâce vers les valeurs équipondérées. Si on regarde en relatif, c'est plus clair en fait. Hein. Vous voyez, je vous disais depuis fin octobre, hop, vous avez le retournement où les investisseurs sortent des premières valeurs ultra pondérées du S&P 500. Et puis, depuis le 7 octobre, il y a un petit retour en grâce et ça sert de refuge. Hein. Ce retour en grâce, il est extrêmement limité. Hein. Donc, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Je vais me remettre en plein écran, je vais répondre à vos questions, je vais essayer d'avoir une conclusion un peu structurée. Je ne sais pas si ce webinaire l'était, je l'ai préparé assez rapidement, mais je ne voulais pas vous laisser sans ce partage. Alors attendez, je prends mon petit papier quand même. J'avais préparé ça. Premier message. Moi, je maintiens une vision constructive des marchés financiers. Je ne pense pas que ce qui se passe actuellement en Iran remette en cause cette vision constructive. Je surveille particulièrement, je ne vous l'ai pas montré, la courbe des taux. Parce que on était dans l'idée que la courbe des taux, à long terme, vous avez les anticipations de croissance et d'inflation. À court terme, vous avez la politique de la Fed. L'idée était que la croissance économique américaine allait pousser les taux à la hausse, mais avec quelqu'un désigné par Trump à la tête de la Fed, les taux courts resteraient arrimés. Donc on devait voir, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, une pontification de la courbe des taux. Si il y a des craintes inflationnistes fondées, la Fed pourrait dire finalement, on remet en cause la baisse des taux et on va attendre pour voir. Et puis, le scénario pourrait totalement s'inverser. Pourquoi pas envisager une hausse des taux. Dans le même temps, si le marché estime que c'est une grosse bêtise et que l'IA reste ultra déflationniste et que la Fed réagit à tort en ne baissant pas les taux et pire en les montant, la pontification de la courbe des taux va s'aplatir. Et donc, si la courbe des taux s'aplatit, on a une alerte globale sur les marchés financiers. Il faut avoir une mentalité buy the dip. Je vous l'ai dit, des dips, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, sauf peut-être pour une zone qui est très positionnée dans les portefeuilles d'une manière générale, sur laquelle on n'a pas pris nos bénéfices et sur laquelle l'idée est plutôt de continuer de se positionner, qui est l'Amérique latine. Alors, le marché brésilien en euros a baissé de 8%. Il y a un autre marché sur lequel on est très positionné, c'est le Chili. Je crois que il y a deux marchés où je dis peut-être qu'on peut commencer à acheter les bas.
c'est les actions chiliennes et, et les emprunts en devise locale d'Amérique latine, et en particulier le Brésil. Le Brésil, c'est les taux de 13%. C'est une devise qui se renforce, donc vous avez le double effet qui se coule. Je trouve ça intéressant d'acheter des emprunts d'État brésiliens. Il y a un autre secteur qui m'a intéressé, mais qui est totalement... et qui est intéressant de voir sa réaction durant cette phase géopolitique, c'est le software américain. Je crois qu'il a trop baissé et on a déjà acheté, donc on est content, parce que même dans cette situation-là, le TF progresse. Est-ce que j'ai fini sur les conclusions de marché? Il y a un sous-secteur, voilà, peut-être pour ceux qui veulent vraiment aller au laser, il y a un sous-secteur des softwares qui est intéressant, qui a souffert à cause de ces histoires que l'IA remplacerait tous les softwares. C'est la cybersécurité. Je crois que dans les semaines à venir, on va continuer à parler de on va encore plus parler de cybersécurité, parce que l'Iran et la Russie pourraient tenter de mener des actions cyber, et que c'est une chance, le secteur a baissé, alors qu'en général, dans cas de tension géopolitique, il progresse. Et donc, c'est, je pense, peut-être des portes d'entrée pour acheter des ETF cybersécurité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Avant de prendre les questions, je voudrais vous dire 2 choses sur nos webinaires. Je vous rappelle que on a mis en place des webinaires payants pendant lesquels on gère en live un portefeuille, et donc très concrètement, j'achète, je vends et je partage ces idées. On regarde les résultats passés, on parle des projections, et ce webinaire commence dans 7 minutes. Je serai un peu en retard pour ceux qui sont inscrits et qui sont présents. Si vous vouliez y participer, vous pouvez toujours. Si je retrouve le lien, et je vais retrouver le lien, et je vous le mets dans le chat. La deuxième chose que je voulais vous dire au sujet des webinaires, vous connaissez mon goût pour la réaction en fonction des idées, des analyses qu'on produit. Et là, j'ai voulu un peu organiser les choses. Et donc, j'ai prévu le rythme des webinaires jusque début juillet. Et vous pouvez les voir ici. Vous y inscrire dès maintenant. Je vous rappelle, on est limité à 100 participants. Et aujourd'hui, il y avait à peu près, je crois, 150 inscrits. Donc là, vous avez tous les webinaires. Alors, en plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez les replays et vous avez les événements à venir. Donc, je vous invite, inscrivez-vous. Il n'est pas dit que je complète ce programme avec l'actualité, mais au moins, ça vous donne une structure. Voilà, chers amis, je regarde les questions et j'y réponds si je sais y répondre. Claude, c'est une bonne remarque. Je ne suis pas sûr que le but de guerre soit uniquement de prendre le contrôle des ressources iraniennes. Néanmoins, et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous ne nous sommes pas exposés de manière massive au cours du pétrole, c'est que l'idée était que si le régime tombait rapidement, moi, j'avais aucune idée si le régime allait tenir 24 heures ou 6 mois. Je pense que c'est difficile d'avoir une opinion sur le sujet. Alors, les cours du pétrole rebaisseraient très rapidement et très vigoureusement. Donc, on n'a pas voulu jouer entre guillemets, ce coup de trading.
C'est sûr que la résistance des pays occidentaux au nombre de morts est beaucoup plus faible que la résistance des mollahs, à leur nombre de morts, ça ils s'en moquent, éperdument. Franck, pardon, Franck, vous parlez des mollahs. Là, du coup, je ne sais plus de quoi je parlais, à 11h23. Franck, toujours, souvent leur baisse dans un premier temps en raison des ventes pour couvrir les appels de marge sur les actions américaines. OK, à suivre. OK, il peut avoir une dimension technique. Je sais pas. En tout cas, on va suivre ça. Pour l'instant, le marché, c'est la somme, du consensus, et je suis pas sûr que les volumes sur les appels de marge guident à ce point le marché. Parce que ça fait quand même, enfin, il aurait repris, hein, depuis une semaine. Quid de cette info hier, Claude? Le Trésor américain va procéder à une vente à découvert massive de rachat de patins pendant que la plupart dorment. OK, il est clair qu'il y a une volonté politique de la part de Trump, qui n'est pas nouvelle, de maintenir bas les cours du pétrole pour, maintenir sous pression l'inflation, pour, laisser la porte ouverte à la Fed de baisser les taux d'intérêt. Et donc c'est compliqué d'aller entre guillemets, vous vous souvenez, on dit toujours don't fight the Fed. Je crois que don't fight Trump neither. Ouais, Chris, écoutez, ouais, c'est respectable comme positionnement, c'est pas le mien. Je me méfierais, voilà, de l'exposition sur l'or. Voilà, écoutez, il me reste qu'à vous remercier. Pour ceux qui sont inscrits au webinaire d'après, je vous dis à tout de suite. Normalement, il commence à midi, il est 58. Donnez-moi le temps de boire un verre d'eau et on se retrouve tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas. Donc le prochain webinaire que j'ai appelé sur bourse de points prime US ou déprime US, et qui aura lieu le 20 mars. Passez un week-end aussi bon qu'il puisse être. Ciao, ciao.